On est en direct. Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Bienvenue à cette nouvelle édition de ce programme aujourd'hui, 15 août 2022. On aura le plaisir de parler d'un certain nombre de dossiers qui sont d'importance, à commencer par l'actualité présidentielle aujourd'hui et en finissant par une directive qui a été lancée par le président Fattah al-Sisi concernant la localisation, l'importance de la localisation industrielle on va discuter amplement sur l'importance de cette activité, l'importance de l'exploitation industrielle et aussi le fait d'avoir recours à la main-d'œuvre locale, les deux directives qui ont été mentionnées par le président la semaine dernière. On va parler également des modalités de cette localisation industrielle, quels sont ses critères, quelle est son importance, dans quel lieu stratégiquement elle peut se présenter pour donner donc un aval ou permettre un rebond industriel ou une résurrection industrielle pour notre pays aujourd'hui dans un monde qui est donc taxé pour être un monde en pleine crise économique, entre la crise sécuritaire de type alimentaire ou entre la sécurité donc ou sur fond de la guerre en Ukraine qui oppose l'Ukraine et la Russie. Donc nous sommes dans un contexte économique un peu spécial. L'importance de ces directives, on va commencer par l'actualité présidentielle. Permettez-moi de vous introduire mon invité aujourd'hui. Bonsoir, Monsieur Amr Zoheri, vous êtes journaliste à Al-Ahram Hebdo. Bonsoir. Vous allez partager aujourd'hui nos sujets. On va tout de suite être d'attaque dans l'actualité présidentielle. Aujourd'hui, le président s'est entretenu dans une réunion d'importance avec le Premier ministre Dr Mostafa Madbouli. Était également présent le ministre des Transports, Kamel El Wazir, également en présence du président directeur général de la compagnie allemande des chemins de fer, Deutsche Bahn, Monsieur Nico Urbinov. Et l'importance et le suivi du président pour toute la gamme de l'amélioration, de la réduction du secteur du transport, que ce soit aujourd'hui, a été à l'ordre du jour le transport maritime et ferroviaire. Alors, Amr Zoheri, aujourd'hui, on parle du suivi présidentiel, pas par pas, et il était aujourd'hui, donc, cet entretien a eu plus d'un dossier. Comment le président tient à donner ses directives en ce qui concerne le suivi pour la résurrection de tous les ports égyptiens. Oui, sans doute on va commencer tout d'abord par présenter nos condoléances à tout le peuple égyptien pour ce qui s'est passé hier lors de l'incendie de l'église et accepter, comme le président a fait, toutes les condoléances des pays amis et frères et également. Et cela démontre une solidarité internationale qui l'Égypte a besoin et qui aura toujours besoin, non seulement pour des raisons économiques, mais aussi oui, on va réserver tout un chapitre pour cet incident tragique. Au niveau de ce qui est du suivi présidentiel, l'important en Égypte, je pense, comme dans pas mal de pays, c'est le suivi des projets. Et il ne suffit pas de décider un projet, mais de le faire et assurer la continuité. Donc nous sommes au départ, cela c'est une bonne chose. Et également, à côté de la coopération avec nos partenaires allemands, comme on a vu, là, il y a aussi... Il y a la Deutsche Bahn. Exactement. Il y a une filiale, je pense, du transport. Oui, sans doute, et maritime spécialisée et ferroviaire, vous m'avez précisé cela. Également, on a d'autres... à côté d'autres concurrents sur le marché, comme Alstom, comme d'autres pays qui pourraient présenter, et pas que, sans doute, qui peuvent présenter, jouer un rôle très important dans le développement et la réduction de l'Égypte une deuxième fois. Donc c'est tout bénéfique et parce que le suivi est primordial pour la réussite.
Oui, alors, comme vous avez dit, donc, cette question d'avoir recours à plus d'une société avec plus d'expérience allemande, les Allemands qui sont connus pour être le top sur le plan international, justement, au niveau de ce genre oui, je veux dire, de dans transport. plusieurs domaines, mais il y a aussi d'autres compagnies, d'autres pays qui ont fait un progrès notable et considérable dans le sujet. Et également, la question de port se pose au niveau de l'excellence. Par exemple, ce qui est comment dire, paralyse le monde, qu'elle l'a paralysé un petit peu, c'est le transport maritime entre la Chine et les États-Unis. Donc, comment dire, cet arrêt et donc il y a de l'expérience partout en Asie, en Amérique latine, en Europe, en Russie même, en Allemagne et partout dans le monde. Donc il y a et également nos partenaires et nos amis émiratis investissent pas mal dans oui, alors l'expérience, plus d'une expérience allemande. La Deutsche Bahn, je pense que une de ses spécialités serait aussi de peut-être parrainer le projet quand même extraordinaire, celui d'avoir des lignes ferroviaires électriques. Je pense que c'est ce qui intéresse le président, parce que cette question, bien entendu, d'être écologiquement correcte serait à l'ordre du jour. Et donc, ce point est culminant dans la stratégie de se convertir vers l'économie verte, n'est-ce pas? Sans doute, il est très important de ne pas avoir recours de nouveau à l'énergie fossile. Malheureusement, l'Allemagne même aujourd'hui, elle est obligée de reprendre le charbon, même le nucléaire, pour en avoir de l'électricité. Donc, le monde aujourd'hui affronte, vous avez précisé au départ, une crise économique. Mais pas que, c'est ce que je voulais dire dès le départ, parce qu'il y a une crise également économique et politique. Et à côté de l'économique et politique, le plus important également, c'est social. Au niveau mondial. Il y a une certaine pauvreté qui est crescendo. Pas uniquement la pauvreté, sans doute la pauvreté, elle est très importante. Et éradiquer la pauvreté mettra sans doute, et la faim, et sans doute, mettra l'humanité entière dans un autre niveau. Mettra l'humanité tout entière au niveau des espérances, de ce qu'on voulait faire avec tout ce qui est COP27, COP28, etc., COP26, et tout, à partir du protocole de Paris, penser la planète en étant une seule famille et en étant un seul corps qui ne peut et plus, un seul qui avenir. ne peut pas, et un seul avenir sans doute, et un seul futur, et qu'il il faut pas qu'elle souffre. Et cette souffrance est créée à cause des guerres et également comment dire, de que tout le monde n'est pas au même niveau d'intérêt pour la question écologique et sociale et économique, pour résoudre et pour mettre l'humanité en avant, pour s'y mettre en action, oui. et notamment à partir de l'Afrique. Accepter de payer un certain coût à cette question justement de pouvoir adhérer au risque climatique, comme vous venez de le dire. Ouais, peut-être on réservera ça à une autre fois. Cette conversation me paraît très très fructueuse, Amr Zoheri, mais on va passer donc à aussi cet incident tragique qui a frappé l'Égypte avec les martyrs de la nation, qui était au nombre de 41 personnes. Hier, le président a présenté ses condoléances, bien entendu, et a donné ses directives à l'autorité du génie militaire pour entreprendre les travaux de restauration de l'église de Abou Sefin d'Embeba suite à cet incendie tragique. Suivant le communiqué de la présidence, le président a dit avoir mobilisé l'ensemble des services et des corps de l'État. Le chef de l'État a appelé au téléphone le pape Tewodros II, le pape d'Alexandrie et patriarche de la prédication de Saint-Marc, pour lui présenter ses sincères condoléances pour les victimes de l'incendie. Et sur son compte
compte Facebook, comme on vient de le voir. Il a affirmé qu'il suivait de près l'évolution de la situation. Il a présenté ses condoléances aux familles des victimes en joignant les responsables de prendre des mesures immédiates pour contrecarrer les répercussions de cet incident, de cet accident mortifère. Il a assuré aussi les soins médicaux nécessaires aux blessés, souhaitant à ces derniers un prompt rétablissement. Et sur la page officielle de la Première Dame, sur les réseaux sociaux, l'épouse du président, Mme Entassar Sisi, elle a également présenté ses sincères condoléances aux familles des victimes, les martyrs de la nation. Alors, Amr Zouheri, il y a toute une mobilisation internationale, à commencer par que ce soit Antonio Guterres d'une part et tous les pays et tous les États qui sont... Poutine, le roi de la Jordanie. Oui, là, au dernier en date, c'est cet appel qui vient d'avoir lieu il y a quelques instants avec le roi. Sans doute, c'est un accident tragique qui nous a fait tous pleurer dans le monde entier, également en Égypte sans doute, et ce que a commandé le président actuellement, c'est très bénéfique et c'est ce qu'il faut faire, mais ce qu'il faut regarder la prochaine fois, c'est la prévention. Comment éviter que cela se répète? Et cela ne se ferait pas qu'avec l'amélioration et l'optimisation des services sécuritaires, de services sanitaires, par exemple les ambulances, tout cela, et également trouver des solutions saines et sauves pour utiliser l'électricité d'une manière saine, sans recours sans danger. Sans danger, oui. Sans doute. Oui, donc c'est sécuriser plus tous ces moyens techniques et de transfert d'électricité, etc., entre autres. Alors, les martyrs de la nation ont endeuillé les cœurs des Égyptiens, le cœur du monde arabe, le cœur du monde entier. Aujourd'hui, les mesures aussi, peut-être au niveau cet incident tragique, on a vu ce problème électrique qui s'est effectué dans un étage qui était en dessous de l'étage où il y avait la messe. Et comme ça s'est enflammé, donc même, je veux dire, le seul et unique point de passage qui était les escaliers, s'était flambé. Donc c'est tragique, c'est une tragédie, parce que vous voyez, par exemple, si vous comparez, c'est un incendie, disons une explosion de ces générateurs qui a provoqué cela. Par exemple, si vous comparez avec tous les incendies qui se passent dans les forêts en Europe, il y a moins de victimes au niveau de pertes humaines. Donc malheureusement... Le bilan est lourd de toutes les façons. Le bilan est lourd, et même en Europe, 7000 hectares en France partis en fumée aussi, c'est vraiment lourd. Je parle des pertes humaines. C'est là ce qu'il faut voir et regarder dans le futur pour que cela ne se reproduise plus. Les pertes sont énormes. Alors, il y a eu toute une indemnisation des victimes, Amr Zouheri. Le gouvernement a pris un certain dispositif à l'égard de nos compatriotes et pour les familles de ces victimes, de nos martyrs. Que pensez-vous de ce qui a été pris, le dispositif qui a été pris par l'État? Rien ne remplace une vie humaine, sans doute. Pour même tout l'argent du monde ne suffira pas pour une vie, mais c'est la volonté divine ou c'est ce qui s'est passé. Oui. Donc ce qui est fait est fait, on ne peut pas faire autrement. Mais sans doute, le pays, comme on a vu, le président comment dire, il ne s'empêche pas de faire tout ce qu'il peut selon ce qui est les moyens qu'il a, les dispositions, soit juridiques ou politiques pour réagir. Rénovation peut-être s'impose également au niveau c'est ce qu'il y a, c'est exactement des anciennes églises qui sont basées uniquement sur le bois, etc. Qui fait que mosquées, et tout lieu de culte, il devrait être rénové avec une logique de prévention au niveau sanitaire et sécuritaire, au niveau de l'électricité, sur tous les niveaux.
Voilà donc encore une fois nos condoléances les plus sincères à nos frères et à nous-mêmes et gloire à nos martyrs et on souhaite un prompt rétablissement à tous ceux qui ont été blessés. Dans quelques instants, retour sur le dossier clé de cette nouvelle édition de Direct, à savoir la localisation industrielle, sa place au niveau de des efforts de l'État pour pouvoir encore prospérer dans le secteur économique et avoir de nouvelles solutions pour fabriquer plus de fabrication made in Egypt dans quelques instants. À l'issue de sa réunion la semaine dernière avec le directeur de l'autorité des projets de service national des forces armées, Walid Aboulmagd, en présence du PDG du groupe As-Souidi Electric ainsi que du président de la société, le chef de l'État a ordonné de renforcer le processus de la localisation de l'industrie avec toutes ses composantes et le transfert de la technologie moderne qui comprend en parallèle la formation des cadres humains égyptiens dans les travaux de fabrication et de maintenance afin de fournir plus d'opportunités d'emploi et de soutenir l'économie. Ceci à travers l'exploitation des industries d'alimentation nationale, outre la fourniture des produits de l'industrie locale par des prix inférieurs à ceux de leurs homologues importés. Le président Assisi a également donné ses directives de l'expansion, de l'exploration de plus de domaines pour la localisation des industries, surtout celles liées aux projets d'infrastructure, compte tenu de la taille et de l'étendue de ces projets à l'échelle républicaine. Les efforts de l'autorité des projets du service national en partenariat avec le secteur privé ont été abordés, y compris les dispositifs d'irrigation moderne, ce qui contribue à maximiser la valeur de la composante locale de cette industrie et donc de réduire la facture des importations. De même, la réunion a porté sur les efforts de la localisation des composants des systèmes de contrôle de l'eau et de l'agriculture intelligente qui dépendent de la technologie moderne pour calculer la quantité d'eau nécessaire aux cultures et la qualité des conditions environnementales, ce qui conduira à augmenter la production, à améliorer sa qualité et à rationaliser la consommation d'eau d'arrosage. Retour donc sur le sujet clé de ce soir qui serait la localisation industrielle et le recours aussi au potentiel humain local, telles étaient les deux directives du président Fattah el-Sisi. L'importance de cette localisation industrielle dans ce moment actuel au niveau international ou de crise, où le grand titre serait la crise économique. Alors, je vous rappelle qu'on est en présence de Amal Zoheri qui est notre hôte ce soir. Rebonsoir, vous êtes journaliste à Al-Ahram Hebdo. Que veut dire pour vous la localisation industrielle? En somme, sur le plan de l'économie mondiale, où se trouve-t-elle sur l'échiquier international? Localisation industrielle, c'est l'égyptianisation du concept du transfert de la technologie. Plus ou moins, c'est une façon de reproduire pour des internationales en Égypte ou avec des composantes et des marques égyptiennes, sans doute. Il y a plusieurs moyens pour le faire. Donc on a vu des pays qui ont eu un grand succès à le faire, par exemple la Chine, sans doute au niveau de transfert de la technologie, même si ils ont utilisé pendant quelques années les techniques de la reverse engineering ou comment dire, c'est de reprendre le produit, faire voir pas à pas de quoi il est composé, etc. Donc, c'est pas le cas de l'Égypte. L'Égypte, elle passe en premier lieu en disant, non, mais je parle de la Chine d'il y a 30 ans. Oui. Ouais, passé déjà. Oui, donc, c'est ce qui se passe en Égypte aujourd'hui, c'est on veut être partenaire
de réussite et partenaire de production industrielle qui serait bénéfique pour l'ensemble de l'humanité, surtout que nous, on domine par la géographie un continent, même si nous sommes au sud par exemple, la Haute-Égypte, mais on pourrait fournir à ce continent tout ce qu'il pourrait avoir besoin de n'importe quel type d'industrie. Donc à cela s'ajoutent plusieurs problèmes, comme le problème des composants, ce qui devrait être importé pour la continuité de la production, comme par exemple dans le cas de Taipei, c'est au niveau de les chips électroniques, soit des smartphones ou soit des voitures, par exemple. Donc cela cause problème des fois. Donc s'assurer que cela ne sera pas un problème pour une production qui pourrait être supportée. Comme vous le dites, d'abord, c'est le plus important, c'est avoir cette vocation du peuple égyptien de consommer local et consommer avec un slogan qui a été, il y a quelques années, comme les plans de 5 années nous avons abandonnés après quelques échecs, mais la Chine a continué par exemple, c'est avoir cette fierté de consommer égyptien. Moi, je vous assure, d'une marque que je ne veux pas citer, je suis allé dans son magasin aux Champs-Élysées, j'ai acheté le meilleur pantalon qui a été, et c'était fabriqué en Égypte. Oui, j'ai vu ça déjà. Même pour les t-shirts. Oui, exactement. C'était made in Egypt. Oui, donc. Parce que c'était du coton égyptien de toutes les façons. Oui, donc, mais on a d'autres à ce niveau de l'industrie et de la production, par exemple. Oui. Alors c'est une question aussi technique. Il s'agit d'une part de la localisation industrielle qui s'allie avec le coût de la production et le volume du marché. C'est un petit triangle. C'est pour ça que vous pensez que le président a parlé de main-d'œuvre locale. C'est pour amoindrir justement le coût de cette production. Oui, mais la question après, pour ne pas s'arrêter au niveau du marketing ou de comment faire pour divulguer ce produit. Par exemple, mais on a un marché local. Vous savez, par exemple, énorme. quand on fabrique un téléphone égyptien, ça c'est déjà fait, mais personne ne l'utilise parce qu'il est un peu loin au niveau technologique de ce qui est fourni par les marchés ou par le monde, qui on trouve facilement en Égypte, sans doute. Il y aura une nouvelle norme. Mais cela, c'est pas le problème, parce que il faut continuer dans le sens d'un marché libéral. Oui. Donc, non, mais ce qu'il y a, c'est que cette fois-ci, la localisation industrielle, elle va s'opérer avec de nouvelles modalités, justement avec une technologie de pointe. Et là, je renvoie à cette question qui est cruciale. Donc, nous avons une technologie de pointe qui va s'instaurer, un marché colossal, mais aussi de la main-d'œuvre locale pour fournir le travail. Oui, on ne va pas faire employer des Chinois, par exemple, en Égypte pour. Non, mais c'est quelque chose, ça va aider dans dans la masse production, etc., sans doute. Dans les usines, comme c'est fait, par exemple, au niveau. En Éthiopie, il y a des boîtes étrangères qui s'implantent. Mais le plus important, c'est assurer la continuité. Et ce qui a été fait dans les dernières années au niveau de transport logistique, etc. Donc assurer les moyens de succès de tout ce qui va être investi et tout ce qui est être fabriqué. Parce que sans doute, cela ouvre une grande perspective pour la politique d'embauche au niveau de nos jeunes ou autres qui sont soit en chômage ou sont en dernière année. Offrir de milliers de possibilités de travail. C'est ça ce qui est peut-être aussi quelque chose qui a son importance. Mais l'autre côté aussi, c'est de s'assurer des produits finis et produits déjà, qu'il y aurait un marché
qui pourraient le consommer. Ainsi, en créant cette demande, il y aurait plus de demandes après. Mais il faut ne pas rater un pas. Oui, bien entendu. Dans tout le processus. Avant de passer à une autre aussi dimension dans cette question de l'importance de ce grand projet égyptien de localisation industrielle, il s'agit de parler d'agroalimentaire parce que c'est une partie intégrante de la localisation industrielle dans son ensemble sur le plan mondial. Agroalimentaire veut dire aujourd'hui qu'il se croise avec une situation sur le plan international de crise alimentaire, de sécurité alimentaire. Donc elle vient donc, quelle est son importance au vu de cette problématique, de ces lacunes sur le plan agroalimentaire mondial? Il y a deux choses dans cette logique. Il y a d'un côté c'est important pour la coupe-faim et sauver des vies dans le niveau, mais d'un autre côté, au niveau de l'industrialisation de ce qui est à manger reste écologiquement parlant aussi un sujet de débat. Donc c'est important de s'y mettre pour avoir un minimum qui garantisserait une continuité pour l'alimentation, soit au niveau par exemple scolaire, comme c'est presque mentionné, ou dans les autres niveaux de fourniture pour la population. Cette question de nourriture, je veux dire, de production de blé, de production de matières alimentaires premières, elle est au centre de toutes les... Oui, sans doute. C'est une politique SOS. C'est un silo, on a prévu grand. Même les silos qui étaient faits sur le canal de Suez, aussi c'est très important, etc. Oui, c'est énorme parce que ça va diminuer aussi le coût de notre importation de blé. Vous ne trouvez pas que c'est... Je veux dire, c'est une... Oui, j'espère bien, mais on ne saura jamais si la crise ukrainienne elle continuera ou ça va être résolu ou de quelle façon. Le plus important actuellement, c'est d'augmenter le superficie de ce qui est... agraire. Oui, de ce qui est cultivé en Égypte pour faire une production suffisante pour suffire la population égyptienne. Alors, des efforts énormes entrepris par le président Fattah al-Sisi. Cette fois-ci, on va s'arrêter sur une autre dimension d'importance. Il s'agit du président qui suit également la création de la plus grande usine de filature qui se situe à El Mahalla. Elle est la plus grande sur le plan international. Le commentaire. Le gouvernement égyptien avait déjà pris de nombreuses mesures pour faciliter les investissements dans le secteur industriel en général, élargir les activités industrielles, établir de nouveaux projets et étendre ceux déjà établis dans le but d'augmenter le taux d'exportation et de faciliter le climat d'investissement dans deux secteurs vitaux. Le comité formé pour étudier les défis était parvenu à plusieurs propositions pour résoudre les problèmes et les défis. Le président Abdel Fattah el-Sisi a examiné la stratégie de l'État pour développer l'industrie de la filature, du tissage et du prêt-à-porter en Égypte et la création de la plus grande usine de filature au niveau mondial à El Mahalla, qui sera ouverte l'année prochaine. L'usine sera située sur une superficie de 62 000 m², comprenant les derniers équipements et machines dans ce domaine. Le chef de l'État a examiné également les efforts du ministère du secteur public des affaires concernant le développement de la commercialisation des produits du secteur de la filature et du tissage au plus haut niveau à travers la création d'une société égyptienne de la commercialisation, du vente et de la gestion des chaînes d'approvisionnement pour tous les produits des sociétés du secteur du coton, de la filature, du tissage et du prêt-à-porter. Le président a dirigé de poursuivre le plan de l'État égyptien visant à faire progresser l'industrie de la filature et du tissage afin de redonner au coton égyptien son ancienne gloire.
on va commencer par là où notre collègue, très cher collègue Yarachoucha, avait fini. C'était cette question de rendre au coton égyptien sa gloire et sa notoriété internationale. D'ailleurs, il y avait une chanson Amr, une chanson américaine au top des charts il y a à peu près 4 ou 5 ans, où la chanson en parlait de coton égyptien. Ouais. C'était quand même extraordinaire. Ça veut dire que c'est une trademark que l'Égypte est connue pour son coton. Et sans doute, ça lui donne plus de sens que la gloire du coton égyptien était liée un peu au problème du coton au sud des États-Unis au moment de la guerre de l'indépendance ou de la guerre civile américaine. Oui, de récession, là. Donc, et la pénurie de coton, parce qu'il y avait la guerre. C'était la guerre du Nord et du Sud. Oui, exactement. Ça nous a donné à ce moment-là une poussée qui nous a créé notre gloire jusqu'à d'antan, jusqu'à les années passées. Ça pourrait continuer sans doute. Il y a d'autres. Beaucoup. Comment peut-on le faire? Comment peut-on rendre au coton égyptien sa gloire et sa part qui lui revient de droit sur les marchés internationaux? Déjà, au niveau, il y a deux choses au niveau du coton et de ce qui est au niveau textile et cela. Et il y a également en parallèle ce qu'on devrait mettre en avant également, c'est les productions qui est fabriquée à main, qui est sans doute également a une autre évaluation au niveau de la production textile, etc. Et à ce niveau de la grande production, comment le faire? Il y a beaucoup de concurrence sur le marché, mais sans doute il y a eu le Pérou, par exemple, Tunisie, l'Éthiopie, la Chine ou d'autres, mais en priorité, ce qui va nous rendre Inch'Allah, numéro 1, ou rendre la gloire passée, c'est d'abord, au niveau de la population égyptienne, c'est de consommer égyptien. Et avoir, c'est ce que vous avez avancé au départ, cette fierté de consommer égyptien avec ce slogan de fabriquer en Égypte ou Made in Egypt. Cela, ce qui va nous rendre nos produits de première qualité, parce que même au niveau aussi, il y aurait en premier quelques défauts ou quelques défauts de fabrication, etc. Avec la consommation locale, ça va être corrigé et rectifié pour une gloire à venir. Vous avez invoqué un segment qui est d'une extraordinaire importance, qui serait la prise de conscience publique. Donc, il faut que les Égyptiens eux-mêmes sachent que finalement, c'est eux qui doivent consommer égyptien, made in Egypt. Tel que les Chinois, l'expérience chinoise est là. Vous regardez, il y avait une mode avec le col Mao, je ne sais pas si vous vous rappelez de ça, où les chemises avaient des cols hauts, et ça s'appelait col Mao parce que c'était un prototype chinois qui est devenu international. Comment peut-on le faire? Comme les Safaris dans les années 70, parlons de Mahalla Cobra par exemple, les vestes Safaris, si vous vous souvenez bien, après les années, c'était des vestes, mais avec des manches courtes. Et c'était répandu dans les années 80, 74, 15, 16, jusqu'au milieu des 60, jusqu'à 86, si je me souviens bien, ou je ne fais pas d'erreur. C'était une... trademark. Plus ou moins, non, c'était la veste d'été préférée des Égyptiens. Par exemple, surtout ceux qui sont on l'avait bien vu dans le secteur de l'enseignement, c'était pratique, simple et facile. Non, et même, je me souviens de plusieurs photos de l'ancien président ou l'avant-ancien, des anciens présidents qui ont été avec cette veste. Donc, est-ce que le peuple égyptien aujourd'hui peut revenir à cet état de conscience? Parce que je pense que le président déploie tellement d'efforts pour que aussi le peuple y adhère et aide. C'est une question de politique qui ne peut pas se faire simplement avec la localisation de l'industrie. Il doit y avoir une prise de conscience pour consommer. Sans aucun doute, il faut en avoir de la coordination à tout le niveau
pour que tout... moi, ce que je trouve qu'au niveau du travail gouvernemental, par exemple, si je fais une évaluation rapide, il y a beaucoup au niveau de ce qui est transfert de technologie, également de la localisation des industries. Il y a des efforts, mais ils ne sont pas coordonnés. Donc on voit que le ministère de la production, comment dire, de la production militaire, il fait des efforts. Il y a d'autres efforts qui sont fournis par d'autres ministères, etc., mais ils ne sont pas coordonnés entre eux. Et également, ils n'ont pas un soutien au niveau de la population, au niveau de... Donc cette coordination, elle devrait se faire pour lancer ce slogan, parce que ce ne serait pas la première fois que ce serait lancé, parce que je me souviens au milieu des années 80, ce slogan de consommer égyptien, ce qui est fabriqué en Égypte et ce qui est made in Egypt, ça a été un slogan qu'on voyait dans les publicités à la télé, à longueur de journée. Donc, et ça avait comment dire, une influence sur la population, parce que dans notre courte vie, on a eu des déclins et des moments de gloire au niveau de l'Égypte. Donc, et à certains moments, l'économie était, avec cette fierté, elle a été redressée en quelque sorte pendant plusieurs années. Le président a un plan pour le Mahalla, donc pour la filature, car il s'agit donc de la bâtisse ou de ce mécanisme, de cette société qui est la plus importante sur le plan mondial. Donc nous avons une super technologie qui doit être, qui va donner peut-être un avenir meilleur à cette question de textile. Pour revenir à cette question de localisation industrielle, Amr Zouheri, quelle est la cartographie de ces industries? On a besoin de quel genre d'industrie? Mais je ne vois pas quelle société exactement qui va être localisée en Égypte. Mais normalement, la localisation se fait si vous êtes comment dire, où se trouve la maison mère, où se trouve la boîte principale. Pour l'instant, ce qu'on demande à avoir, c'est un soutien de partenariat et un soutien pour la production. Il y a plusieurs secteurs, sans doute tout ce qui a évoqué le président, il est d'importance majeure, mais il faut mettre en priorité ce qui va être consommé par les marchés au niveau local, international et continental. Oui, on va rester. Pour voir que cette offre soit en réponse à une demande. Alors, vous avez évoqué maintenant, on a parlé sur le plan local ou la consommation nationale, ou au lieu d'importer. On parle maintenant de l'exportation. Comment va cette stratégie de l'État, va-t-elle améliorer encore les préceptes ou, le produit made in Egypt pour le rendre plus, comment dirais-je, plus internationalisé, plus en vogue, pour qu'il puisse rapporter plus un coût qui serait quand même important, qui rapporte à l'État? Déjà, sans doute, avec la bonne gouvernance. Deuxième chose, c'est de s'y intéresser à la question et de mettre les moyens techniques, technologiques et pas uniquement financières, mais de volonté. Et puis, ce qui est plus important également au niveau de ce que pourrait être fait, c'est de chercher des partenaires fiables et viables pour, par exemple, ce qui est logiquement facile, c'est d'avoir les marques, par exemple, italiennes ou françaises, qu'ils soient en partenariat avec les nouvelles usines de Mahalla, par exemple, avec une marque, avec une indication sur ces produits que cela est fabriqué dans ça a été déjà fait. Cet endroit, avec cette histoire de cet endroit, etc.
Alors, vous avez évoqué un point qui serait important, c'est les atouts de cette localisation. Comment peut-elle se faire? On va s'arrêter tout de suite pour savoir comment le président El-Sisi également tient à ce qu'il y ait une coopération entre le secteur, les organismes de l'État, les secteurs concernés, mais aussi en partenariat important avec le secteur privé. On va suivre cet axe de cette réflexion dans ce commentaire de Yara Choucha. Le président Abdel Fattah el-Sisi a suivi depuis quelques jours les efforts de l'État à travers l'autorité du service national pour localiser l'industrie en coopération avec le secteur privé. Il a ordonné la mise en place d'un complexe industriel pour la production de polyéthylène afin de répondre aux besoins du marché local de composants industriels qui entrent dans le processus de développement et production dans plusieurs secteurs vitaux, en plus de réduire la facture d'importation. Le chef de l'État a été informé des détails du plus grand complexe industriel de ce type au Moyen-Orient qui devra contribuer à la production d'une grande partie des besoins industriels utilisés dans de nombreux secteurs, tels que celui de la transformation numérique à travers la production de tous les travaux et les besoins de fibres parmi les câbles, en plus du secteur de transport moderne, tel que le train à grande vitesse et le monorail, ce qui fournira environ 35% des besoins industriels de l'infrastructure de l'initiative Vie décente au lieu de l'importer de l'étranger. Retour encore une fois et je rappelle que mon invité aujourd'hui est Amr Zouhiri, journaliste à Al-Haram Hebdo. Rebonsoir. Bonsoir. Voilà, donc on va passer au troisième segment de cette trilogie qui serait les alliances importantes et fondamentales pour cette question de localisation industrielle qui serait en partenariat avec le secteur privé. Le président avait donc donné ses directives pour que, en masse, le travail doit se faire en compagnie donc du secteur privé. Comment peut se faire cette coordination? Comment vous la voyez en tant que journaliste? Comment elle peut se concrétiser, mais pour se généraliser, mais pas pour devenir simplement pour une seule industrie. C'est pour toutes les formes d'industrie. Sans doute, le rôle du secteur privé est primordial parce que cela est très important. Parce que ce soit fait pour le secteur privé et à travers le secteur privé. Et le rôle de l'État serait d'être, comment dire, observateur, être à la, comment dire, pour voir les régularisations, comment les gens qui travaillent et sont traités, etc. Mais ces projets ne peuvent pas être même si à l'usage de l'État pour instantanément, pour le moment, cela devrait être plus comment dire, l'axe principal de tous ces partenariats, c'est le secteur privé. On voit bien au niveau international quand le président interpelle des sociétés étrangères et les interpelle du secteur privé. Comme Deutsche Bank, comme Alstom, comme etc. Qu'est-ce que peut faire le secteur privé? Quelle aide peut-il fournir à l'État? Il n'y a pas des frontières parce que ce n'est pas une entité physique. Le secteur privé, c'est l'ensemble de la population. C'est l'ensemble de sociétés. Avec leurs moyens. Donc c'est la société. Oui, je parle du secteur privé en tant que société. Oui, donc c'est société, mais il y a également le secteur privé local, égyptien, national et international. Donc il y a les deux. Donc cet partenariat doit être guidé par le secteur international, local ou national, pour que le partenariat avec le secteur privé international soit efficace également. Donc le rôle du secteur privé est très important.
Il est très important, mais quelles sont les possibilités que permet le secteur privé? Quel type d'aide peuvent-ils donner à l'État actuellement? C'est une grande question, je pense. Oui, et je pense que c'est la plus difficile, non, la question la plus difficile, c'est l'inverse. C'est inverser la question. De se poser la question, qu'est-ce que l'État peut fournir au secteur privé pour réussir sa mission? Et si je pense que tous les efforts de l'État vont être déployés pour aider le secteur privé. Oui, mais parce que ce n'est pas que la volonté qui compte. Avec les bonnes intentions ne font pas... Oui, mais aujourd'hui, on parle de stratégie de l'État. Oui, on ne parle pas d'intention, on parle ça y est, c'est une... Exactement. On va se convertir en un partenariat indéfectible entre l'État et le secteur privé. Donc la question que doit se poser l'État, comment réagit-il au secteur privé? Et comment l'inciter à travailler plus, à fournir tous ses moyens pour le bénéfice de ce pays. Donc déjà, au niveau de la taxation, il faut faire des concessions du côté de l'État. Et de l'autre côté, il faut comment dire, subventionner les produits achetés localement, avec cette fierté de le dire, qu'il y aurait par exemple des réductions, etc., pour pouvoir comment dire, mettre la production et la productivité en continuation en route. Donc, on est en train de parler d'une stratégie qui serait ouverte sur le futur. Nous parlons donc de nouvelles bases, mais également de nouvelles opportunités. Est-ce que la localisation industrielle en elle-même n'est pas une opportunité pour le secteur privé? La question. Sans doute, parce que tout acte industriel ou économique est une opportunité pour le secteur privé. Même la guerre, même les plus difficiles des crises, c'est une opportunité pour le secteur privé. Mais on n'incite pas à avoir comment dire, de riches de guerre ou des gens qui fondent leurs bénéfices sur le dos de la population. Ce qu'il faut faire, c'est avoir un secteur privé responsable qui adopte également une bonne gouvernance interne à son niveau, qui pourrait être en harmonie, en binôme avec cette stratégie de l'État. Alors, pour retourner à cette question de localisation industrielle, finalement, Amr, c'est beaucoup de choses. Ce n'est pas simplement l'agroalimentaire, ce n'est pas simplement, mais aussi c'est l'installation de la maintenance, par exemple, de la production industrielle, de l'industrie agroalimentaire, de l'industrie automobile, de l'industrie nucléaire. Donc nous sommes devant une panoplie extraordinaire quand on parle bien sûr du concept de la localisation industrielle. Autant de possibilités pour le travail. Par quoi on peut commencer? D'après vous, bien sûr. Sans doute, il faut faire tout en même temps, si vous voulez, mais il n'y a pas de priorité au niveau des choix. Les priorités seraient ce qui serait le plus bénéfique pour l'ensemble de la population. Et vous trouvez que c'est quoi qui est le plus bénéfique? Bien sûr, mis à part l'agroalimentaire qui est le top stories actuellement sur le plan international. Non, mais actuellement, ce qui se passe dans le monde me laisse personnellement, si vous voulez, Nawel, d'avoir mon idée personnelle, pas assez motivés, sont, comment dire, également pensifs de ce qui serait le sort de l'humanité, avec cet élan écologique qu'on devrait y avoir, et on essaye d'avoir, et en même temps des guerres et des conflits qui ne se terminent plus, même dégénèrent, et cela affecte sans doute l'ensemble de l'humanité. Sans doute, ce qui est en prioritaire au niveau de l'industrie serait ce qui serait prioritaire pour la population, soit locale, continentale ou internationale, selon la demande.
agroalimentaire pour nous, mais aussi nucléaire pour les pays les plus avancés aujourd'hui, devant cette question de problématique avec la Russie sur fond de la crise de l'énergie qu'il importait de la Russie. Le nucléaire vient de ressusciter pour des causes, bien sûr, pour des causes pacifiques. Oui, sans doute on parle pour la production de l'électricité, mais le problème, par exemple, la France a une politique pour arrêter le nucléaire. Elle revient à l'utiliser. Et après, un central nucléaire, c'est pas rien. On a vu ce qui se passe en Ukraine actuellement, l'ombre d'un nouveau cauchemar comme celui de Tchernobyl pourrait y être. Et d'un autre côté, on revoit un recours d'une nouvelle temporaire également pour le nucléaire. Ce qui est tout bénéfique pour l'humanité, c'est d'assurer une source d'électricité fiable et moins polluante. Le nucléaire, il n'est pas polluant, pas plus que le charbon ou d'autres choses, mais il à un grand niveau, il est dangereux et sur le long terme, il n'est pas si gérable. Si facile à gérer. Surtout, comme vous avez évoqué la maintenance, on a bien compris après des vingtaines d'années ou des trentaines d'années que le problème de ce qui s'est passé à Tchernobyl, c'était une question de maintenance ou un mauvais choix qui a été fait. De maintenance, mais il faut le saisir aussi dans la situation de la dégradation de l'ex-URSS. Hein. C'était aussi l'URSS qui avait basculé dans un mode qui était le mode, je veux dire, propre à l'Ouest. Donc c'était un moment de transition, sûr, on dirait, c'était encore la guerre froide, etc. Ouais. De déchéance. Mais ce qu'il y a, c'est que bien sûr, qui dit énergie nucléaire, dit la disposition des mesures. Hein. Je veux dire, il y a des préceptes. Oui, drastique et tout, mais oui, sans doute. Et on va le faire, je pense. Oui, Daba, par exemple, c'est une grande... Bien sûr, c'est avec l'énergie russe, si je ne me trompe pas. Donc, c'est important de fournir une électricité capable d'assurer n'importe quelle industrialisation qui s'implante en Égypte d'une façon que ça ne soit pas arrêté à un moment ou à un autre. Et également, au niveau de la consommation locale à 100 millions d'habitants et plus, donc on a besoin de cette électricité. Alors, c'est la fin de ce programme, Amr Zouhiri. J'espère que vous avez passé quand même un bon quart d'heure en ma compagnie. Une heure, j'étais ravi d'être avec vous. Merci à vous d'avoir été notre hôte ce soir. Merci pour toutes ces explications. Amr Zouhiri, qui est journaliste à Al-Ahram Hebdo, qu'on aura l'occasion de rencontrer encore une fois. Merci à vous. Encore une fois, nos condoléances pour les victimes de l'incident tragique d'hier. Merci à vous d'avoir été nombreux sur Night TV International à suivre. L'information continue sur Night TV International. Allez, bonsoir.